La serveuse s'approcha du millionnaire et lui dit de ne pas monter dans son jet privé avec sa femme. Le lendemain matin, il y avait un hélicoptère et 3 hommes en noir près de sa modeste maison. La vapeur du café fraîchement moulu s'élevait dans l'air matinal du café. La glycine, mêlant son arôme corsé aux effluves de croissants dorés qui sortaient tout juste du four. Julie Dumas ajusta son tablier d'un geste machinal, ses mains déjà rougies par le travail précoce de cette matinée de jeudi. À 28 ans, elle connaissait par cœur chaque recoin de ce café parisien, situé dans le quartier des Batignolles, chaque habitude de ses clients, chaque nuance de leurs humeurs. « Bonjour, Madame Dubois », lança-t-elle avec un sourire fatigué, mais sincère à la première cliente de la journée. « Votre café serré habituel ?» La vieille dame lui rendit son sourire et s'installa à sa table préférée près de la fenêtre. Julie versa le café noir dans la tasse en porcelaine fine, ses gestes précis malgré la fatigue qui pesait sur ses épaules. Elle n'avait dormi que 3 heures la nuit précédente, ayant passé le reste du temps à l'hôpital au chevet de sa mère. Madame Renée Dumas se battait contre l'insuffisance rénale depuis 2 ans maintenant. Et chaque jour qui passait rendait son état plus critique. Les médecins étaient formels, sans transplant. Elle n'aurait plus que quelques mois à vivre. Le problème, c'était l'argent. Toujours l'argent, avec son salaire de serveuse, même en cumulant les heures supplémentaires et les pourboires. Julie arrivait à peine à couvrir les frais de dialyse et les médicaments. Le transplant représentait une somme astronomique, un rêve impossible pour une fille comme elle. « Tu as encore cette tête des mauvais jours ?» observa Pierre, le propriétaire du café, en sortant de la cuisine avec un plateau de viennoiserie. « Ta maman !» Julie hocha la tête, ne faisant pas confiance à sa voix pour répondre sans se briser. Pierre était un homme bon, qui fermait parfois les yeux sur ses retards quand elle revenait de l'hôpital, mais même sa générosité avait ses limites. « Courage, ma petite !» murmura-t-il en posant une main paternelle sur son épaule. « Il ne faut jamais perdre espoir. » L'espoir, ce mot résonnait amèrement dans l'esprit de Julie, tandis qu'elle essuyait machinalement le comptoir en marbre. L'espoir ne payait pas les factures, ne guérissait pas les reins malades, ne transformait pas les rêves en réalité, mais c'était tout ce qui lui restait. À 10 heures précises, comme chaque jeudi matin, la porte du café s'ouvrit sur 2 hommes en costume impeccable. Marc Valois et Julien Renaud, les habitués les plus distingués de l'établissement. Leur arrivée transformait instantanément l'atmosphère du petit café de quartier. Les conversations se faisaient plus feutrées, les regards plus respectueux. Tout le monde connaissait Marc Valois, le PDG milliardaire de Valois Capital, et son bras droit, Julien Renaud. « Bonjour Julie », dit Marc en s'installant à leur table habituelle, celle du fond qui leur offrait un semblant d'intimité. « 2 cafés comme d'habitude, s'il vous plaît. » Julie observa les 2 hommes, tandis qu'elles préparaient leur café. Marc, 45 ans, irradiait cette confiance naturelle des gens qui n'ont jamais manqué de rien. Ses cheveux grisonnants aux tempes lui donnaient un air distingué, et son sourire charmeur avait probablement séduit bien des conseils d'administration. Julien, légèrement plus jeune, semblait plus réservé. Presque mélancolique ce matin-là, Julie remarqua sa pâleur inhabituelle et les cernes sous ses yeux. « Alors, cette lune de miel en Corse ?» demanda Julien en remuant son café. Le visage de Marc s'illumina. « Claire est aux anges. Tu sais comme elle adore l'île. Nous partons demain après-midi. » Directement de l'aéroport du Bourget, le jet est prêt, tout est organisé, 3 semaines de pur bonheur loin de tout. Julie ne put s'empêcher de sourire malgré elle. L'enthousiasme de Marc était contagieux, et elle enviait secrètement cette capacité à parler d'amour et de bonheur avec une telle évidence. Quand avait-elle eu le temps de penser à l'amour pour la dernière fois, entre l'hôpital, le travail et les soucis d'argent, sa vie sentimentale était devenue un luxe qu'elle ne pouvait pas se permettre. « Tu es sûre que tu ne veux pas venir avec nous ?» plaisanta Marc. « Sophie serait ravie de te voir. » L'expression de Julien s'assombrit imperceptiblement. « Ma fille a ses propres projets pour les vacances. Et puis, quelqu'un doit bien s'occuper de la boîte pendant ton absence. » Toujours aussi consciencieux, rit Marc. « C'est pour ça que tu es le meilleur associé qu'on puisse rêver. 30% des parts et ma confiance aveugle. Tu mérites tout ça. » « Mon vieux !» Julie apporta 2 croissants chauds sans qu'il les ait recommandés. C'était un petit geste gratuit qu'elle s'autorisait parfois avec les clients qui lui semblaient sympathiques. Marc la remercia d'un sourire chaleureux qui la fit rougir légèrement. « Dites-moi, Julie, » dit-il soudain, « vous qui nous voyez toutes les semaines, est-ce que nous avons l'air de 2 vieux associés fatigués ?»
Elle éclata de rire, surprise par cette question si directe. « Au contraire, monsieur Valois, vous avez l'air de deux amis qui se connaissent depuis toujours, depuis l'enfance, » confirma Marc en donnant une tape affectueuse sur l'épaule de Julien. 40 ans d'amitié, ça ne se remplace pas. Julien esquissa un sourire qui ne parvint pas à masquer une tristesse profonde dans ses yeux. Julie l'observa discrètement tandis qu'elle desservait une table voisine. Il y avait quelque chose de différent chez lui aujourd'hui, une tension qu'elle n'avait jamais remarquée auparavant. « Au fait, » reprit Marc, « j'ai signé le contrat Mercier hier soir. 50 millions d'euros, exactement comme prévu. Claire va pouvoir s'acheter ce collier Cartier qu'elle lorgnait depuis des mois. »« Magnifique, » murmura Julien, mais son enthousiasme sonnait faux. La conversation se poursuivit autour des affaires. Des projets, des investissements. Julie écoutait d'une oreille distraite tout en servant les autres clients. Ces sommes astronomiques lui semblaient surréelles, comme si ces deux hommes évoluaient dans un monde parallèle où l'argent n'était qu'un chiffre sur un compte en banque. Vers 11 heures, le téléphone de Marc sonna. Il s'excusa et sortit pour prendre l'appel, laissant Julien seul à table. C'est alors que Julie remarqua le changement radical dans son attitude. Dès que son ami fut sorti, les épaules de Julien s'affaissèrent, comme si un poids invisible venait de s'abattre sur lui. Il porta une main tremblante à son front, et Julie crut voir des larmes briller dans ses yeux. Elle s'approcha discrètement pour débarrasser la table voisine. Curieuse malgré elle de comprendre ce qui pouvait atteindre un homme aussi puissant, Julien ne semblait même pas remarquer sa présence. Perdu dans ses pensées sombres, le téléphone de Julien vibra à son tour. Il décrocha d'une voix lasse, presque éteinte. « Oui », Julie ne put entendre la voix de son interlocuteur, mais elle vit le visage de Julien se crisper davantage. « Les résultats sont arrivés », demanda-t-il dans un souffle. Un long silence s'ensuivit, pendant lequel Julie fit semblant de nettoyer la même table pour la 3e fois. Elle savait qu'elle n'aurait pas dû écouter, mais quelque chose dans le ton de Julien l'intriguait. « Combien de temps ?» murmura-t-il finalement. La réponse sembla l'achever. Ses mains se mirent à trembler violemment, et il raccrocha sans dire au revoir. Julie le vit essuyer discrètement ses yeux avec sa serviette, juste avant que Marc ne revienne dans le café. « Désolé pour l'interruption » dit Marc en se rasseyant. « Tu sais ce que c'est ? Les affaires n'attendent pas. »« Je sais » répondit Julien d'une voix qu'il s'efforçait de rendre normale. « Marc, il faut que je te dise quelque chose. Je t'écoute. » Julien ouvrit la bouche, puis la referma. Il sembla lutter contre lui-même pendant de longues secondes, avant de secouer la tête. « Non, rien, ce n'est pas important. Profite bien de ta lune de miel. » Marc l'observa avec curiosité, mais n'insista pas. Il connaissait assez son ami pour savoir qu'il parlerait quand il serait prêt. Ils finirent leur café dans un silence inhabituel, chacun perdu dans ses pensées. Julie sentait une tension presque palpable entre eux, comme si l'air lui-même était devenu plus épais. Quand ils se levèrent pour partir, Marc laissa un généreux pourboire sur la table. Julie le remercia avec un sourire reconnaissance, mais son regard était resté fixé sur Julien. Il y avait quelque chose de définitif dans sa façon de regarder Marc, comme s'il le voyait pour la dernière fois. « À bientôt, Julie », dit Marc. « Prenez soin de vous. » Julien ne dit rien, se contentant d'un hochement de tête poli, mais au moment de franchir la porte, il se retourna une dernière fois vers son ami. Julie crut lire dans ses yeux une tristesse infinie, mêlée à quelque chose qui ressemblait à des regrets. La porte se referma sur eux, et le café retrouva son calme habituel. Mais Julie resta troublée par cette scène étrange, par ce coup de téléphone mystérieux et par l'expression désespérée de Julien. Elle ne savait pas encore qu'elle venait d'assister aux prémices d'une tragédie qui allait changer sa vie à jamais. 3 semaines plus tôt, le cabinet du docteur Moreau ressemblait à tous les bureaux médicaux parisiens. Murs blancs, aseptisés, diplômes encadrés, et cette odeur particulière de désinfectant qui vous prenait à la gorge dès l'entrée. Julien Renaud était assis face au médecin, les mains crispées sur les accoudoirs de sa chaise, attendant un verdict qu'il pressentait déjà catastrophique. « Monsieur Renaud », commença le docteur Moreau en ajustant ses lunettes, « je ne vais pas vous mentir. Les résultats sont formels. » Julien ferma les yeux. Il avait espéré jusqu'au dernier moment que ces symptômes, cette fatigue écrasante, ces nausées matinales, cette perte de poids inexpliquée, n'étaient que le stress du travail, cancer du pancréas, stade 4, métastase au foie et aux poumons. Les mots tombèrent comme des pierres dans un puits sans fond.
Julien sentit le monde basculer autour de lui, comme si le sol venait de se dérober sous ses pieds. « Combien de temps ?» demanda-t-il d'une voix qu'il ne reconnut pas. « Avec les traitements les plus agressifs. Entre 4 et 6 mois. Sans traitement. » Le médecin laissa sa phrase en suspens. Sophie, le prénom de sa fille de 16 ans, explosa dans son esprit comme une bombe. Sa petite Sophie, qui venait tout juste de rentrer en première, qui rêvait d'étudier l'architecture, qui avait encore besoin de son père pour tant de choses, comment allait-il lui annoncer qu'il allait la laisser seule au monde ? « Il y a des options, » continua le docteur. « Chimiothérapie, radiothérapie. Nous pouvons essayer de ralentir la progression, vous donner un peu plus de temps. Un peu plus de temps. » Julien eut envie de rire amèrement. Un peu plus de temps pour voir sa fille grandir, pour s'assurer qu'elle serait à l'abri financièrement, pour lui transmettre tout ce qu'il n'avait pas eu le temps de lui apprendre. « Docteur, » dit-il soudain. « Personne ne doit savoir, absolument personne. » Le médecin fronça les sourcils. « Monsieur Renaud, je comprends le choc. Mais vous allez avoir besoin de soutien, votre famille, vos amis. Non !» La voix de Julien était devenue tranchante. « Je veux garder ma dignité jusqu'au bout. Et je ne veux pas que ma fille passe les derniers mois de ma vie à me regarder mourir. » Les semaines qui suivirent furent un calvaire minutieusement orchestré. Julien commença discrètement sa chimiothérapie, programmant ses séances le soir ou le week-end, inventant des excuses pour ses absences. Il mentait à Sophie, mentait à Marc, mentait à tous ceux qui comptaient pour lui. Les effets secondaires ne tardèrent pas à se manifester. La fatigue était écrasante, les nausées constantes. Il perdait du poids. Ses cheveux commençaient à tomber par poignées. Chaque matin, il fallait jouer la comédie, faire semblant d'être l'homme fort et sûr de lui que tout le monde connaissait. Le plus dur, c'était de regarder Sophie partir au lycée chaque matin. Inconsciente que son père était en train de mourir, elle avait remarqué qu'il était plus fatigué, plus silencieux. Mais elle attribuait cela au stress du travail. Julien s'efforçait de paraître normal, de continuer à s'intéresser à ses études, à ses amis, à ses projets d'avenir. « Papa, tu es sûr que ça va ?» lui avait-elle demandé la semaine précédente, en le voyant repousser son assiette, incapable d'avaler quoi que ce soit. « Juste un peu de stress à la boîte, ma chérie, rien de grave. » Mensonge. Tout était grave. Tout était en train de s'écrouler. C'est durant une de ces nuits d'insomnie, où la douleur et l'angoisse l'empêchèrent de dormir, que l'idée germa dans son esprit. Il était dans son bureau, à 3 heures du matin. Entouré de dossiers qu'il n'arrivait plus à se concentrer pour lire, sur son bureau trônait la photo de Sophie à son dernier anniversaire, rayonnante dans sa robe bleue. 16 ans, dans 2 ans, elle serait majeure. Mais que deviendrait-elle ? Julien avait certes mis de l'argent de côté, mais pas suffisamment pour lui assurer un avenir confortable. Les études d'architecture coûtaient cher, et il voulait qu'elle puisse étudier dans les meilleures écoles, voyager, découvrir le monde. C'est alors qu'il repensa à cette conversation avec Marc, quelques mois plus tôt, au sujet de son assurance vie. 50 millions d'euros, une somme colossale que Marc avait contractée pour protéger Claire en cas de malheur. Julien se souvenait de sa plaisanterie. Avec ça, elle pourrait racheter la moitié de Paris. L'idée était folle, monstrueuse, impensable, mais elle ne le quittait plus. Et si... Non, c'était impossible. Il ne pouvait pas faire ça à Marc. Marc, son meilleur ami depuis l'enfance, celui qui lui avait offert sa place dans l'entreprise, qui lui faisait confiance aveuglément. Mais Sophie, les jours passèrent, et l'idée devint obsession. Julien se renseigna discrètement sur les modalités du contrat d'assurance de Marc. Il découvrit que le bénéficiaire pouvait être modifié par simple courrier, et que la compagnie ne vérifiait que la signature. Avec ses années d'expérience dans l'entreprise, il connaissait parfaitement l'écriture de Marc. Le plus difficile fut de trouver le complice. Il lui fallait quelqu'un à l'intérieur de la compagnie d'assurance, quelqu'un qui accepterait de fermer les yeux sur les modifications. Ce fut Thomas Mercier, un ancien collègue reconverti dans les assurances, qui mordit à l'hameçon. Julien lui promit 500 000 € pour son silence et sa coopération. Mais enfin, Julien, avait balbutié Thomas lors de leur rencontre clandestine dans un bar sombre de Belleville. « Tu te rends compte de ce que tu me demandes ? Je me rends compte que je suis en train de mourir et que ma fille va se retrouver seule au monde, » avait répondu Julien d'une voix glaciale. « 500 000 €, Thomas. De quoi voir venir pour toi aussi. » Thomas avait fini par accepter, rongé par ses propres dettes et tenté par cette somme inespérée, restait le plus difficile.
faire en sorte que Marc meure dans un accident, car l'assurance ne payait qu'en cas de mort accidentelle. Pas en cas de maladie ou de mort naturelle, il fallait que ce soit propre, sans trace, sans soupçon. C'est là qu'intervint Loïc, le mécano-barreau. Julien l'avait rencontré par l'intermédiaire d'un client peu recommandable de l'entreprise. Loïc était spécialisé dans les accidents, qui n'en étaient pas. Sa réputation dans le milieu était celle d'un professionnel discret et efficace. Sabotage d'avion, c'est du travail de précision, avait expliqué Loïc lors de leur première rencontre dans un parking souterrain des Halles. Mais c'est faisable. Une petite bombe dans le réservoir, programmée pour exploser en altitude. Ça ressemblera à une défaillance technique. Le prix était de 2 millions d'euros. Julien accepta sans négocier. Avec les 50 millions de l'assurance, il pouvait se le permettre. Les préparatifs prirent des semaines. Loïc étudia les habitudes de Marc, les horaires du jet privé, les procédures de sécurité de l'aéroport du Bourget. Il fallait que tout soit parfait, que rien ne puisse remonter jusqu'à Julien. Le plus insoutenable pour Julien était de continuer à voir Marc tous les jours, de partager des cafés avec lui, de l'entendre parler de ses projets d'avenir avec Claire. Chaque sourire de son ami était un poignard dans le cœur. Chaque marque d'affection une torture. Tu sais, Julien, lui avait dit Marc la veille. Je ne te remercierai jamais assez pour tout ce que tu as fait pour l'entreprise. Sans toi, jamais je n'aurais atteint ce niveau de réussite. Julien avait dû s'excuser et partir aux toilettes pour vomir. La culpabilité le rongeait. Mais l'image de Sophie seule et démunie était plus forte que tout. La nuit précédente, il avait regardé sa fille dormir, comme il le faisait quand elle était petite. Elle avait l'air si paisible, si confiante en l'avenir. Comment pourrait-elle comprendre un jour ce qu'il s'apprêtait à faire pour elle ? « Pardonne-moi, ma chérie », avait-il murmuré en embrassant son front. « Papa fait ça pour toi, tout ça pour toi. » Le lendemain matin, en se rendant au café pour retrouver Marc, Julien savait que c'était probablement la dernière fois qu'il verrait son ami vivant, dans quelques heures. Loïc l'appellerait pour confirmer que la bombe était en place. Et demain, Marc et Claire mourraient dans l'explosion de leur jet au-dessus de la Méditerranée. 50 millions d'euros pour Sophie, un avenir assuré, des études dans les meilleures écoles, une vie confortable, tout ce qu'un père mourant pouvait espérer laisser à sa fille, même si cela devait lui coûter son âme. L'après-midi du jeudi était particulièrement animé au café La Glycine. Les tables se remplissaient une à une de clients pressés qui venaient chercher leur dose de caféine avant de retourner au bureau. Julie slalomait entre les tables avec son plateau, servant café et pâtisserie avec cette efficacité née de l'habitude. Malgré l'agitation, elle ne pouvait s'empêcher de penser à la scène étrange du matin entre Marc et Julien. Vers 15 heures, les deux hommes d'affaires revinrent, comme ils le faisaient parfois quand leur réunion se prolongeait dans le quartier, mais cette fois, quelque chose avait changé dans leur dynamique. Marc semblait plus détendu, presque euphorique, tandis que Julien paraissait au bord du gouffre. « Encore 2 cafés ?» demanda Julie en s'approchant de leur table habituelle. « Avec plaisir », répondit Marc en consultant sa montre. « J'ai encore 1 heure avant mon rendez-vous avec le notaire pour finaliser les derniers détails du contrat Mercier. » Julie remarqua que Julien n'avait pas touché à son café du matin, qui refroidissait toujours dans sa tasse. Ses mains tremblaient légèrement quand il porta la nouvelle tasse à ses lèvres, et elle crut voir des gouttes de sueur perler sur son front malgré la fraîcheur de l'après-midi. « Tu es sûr que ça va ?» demanda Marc, inquiet. « Tu as vraiment une sale tête aujourd'hui. »« Juste un peu de fatigue », marmonna Julien en évitant le regard de son ami. « Cette histoire de fusion avec les Allemands me prend la tête. » Marc hocha la tête compréhensif. « Écoute, prends quelques jours de repos pendant que Claire et moi sommes en Corse. L'entreprise peut bien tourner sans nous deux pendant 1 semaine ou 2. »« Peut-être, » répondit Julien d'une voix à peine audible. Julie s'affairait à nettoyer la table voisine, mais elle ne pouvait détacher son regard de Julien. Il y avait quelque chose de profondément troublant dans son attitude, comme un homme qui portait un secret trop lourd pour ses épaules. Ses yeux étaient cernés, ses joues creuses, et il semblait avoir vieilli de 10 ans depuis le matin. « Au fait, » reprit Marc avec enthousiasme, « j'ai appelé le pilote ce matin. Tout est prêt pour demain, décollage à 15h30 précise. Claire est déjà en train de faire sa valise, elle a sorti la moitié de sa garde-robe. » À ces mots, Julie vit Julien se raidir imperceptiblement. Ses articulations blanchirent tant il serrait sa tasse, et une expression de douleur fulgurante traversa son visage. « 15h30, » répéta-t-il mécaniquement. « Oui, comme ça on arrivera à Calvi avant la tombée de la nuit. »
Tu sais comme Claire déteste atterrir dans le noir. » Marc continua à parler de leur voyage avec cette joie communicative des amoureux qui partent en lune de miel. Il décrivait la villa qu'ils avaient louée sur la côte ouest de la Corse, les restaurants étoilés où ils avaient réservé, les excursions en bateau qu'ils avaient prévues. Julien écoutait en silence, hochant la tête de temps en temps. Mais Julie pouvait voir qu'il était ailleurs, comme s'il assistait à une scène qu'il ne pouvait pas arrêter. « Excuse-moi, » dit soudain Marc en se levant. « Je dois prendre cet appel, c'est urgent. » Il sortit du café, son téléphone collé à l'oreille, parlant déjà avant d'avoir franchi la porte. Julie le vit arpenter le trottoir, gesticulant avec animation. C'était visiblement un appel important concernant les affaires. Dès que Marc disparut de son champ de vision, Julien s'effondra littéralement sur sa chaise. Il enfouit son visage dans ses mains, et Julie crut l'entendre gémir sourdement. Ses épaules se mirent à trembler, et elle réalisa avec stupeur qu'il était en train de pleurer. Elle hésita un instant, puis s'approcha discrètement. « Monsieur Renaud, est-ce que vous allez bien ?» Il releva la tête brusquement, essuyant ses yeux avec sa serviette. « Oui, excusez-moi, juste, un moment de faiblesse. » Mais ses mains continuaient à trembler, et Julie pouvait voir qu'il était au bord de la crise de nerfs. Elle avait envie de lui demander ce qui n'allait pas, de lui offrir son aide, mais elle savait qu'elle n'était qu'une serveuse pour lui, pas une confidente. C'est alors que le téléphone de Julien vibra sur la table. Il regarda l'écran, et son visage devint livide. Il décrocha d'une main tremblante. « Allô ?» Julie fit mine de s'éloigner, mais quelque chose dans le ton de Julien la figea sur place. Il y avait une tension dans sa voix qu'elle n'avait jamais entendue auparavant. « Oui, c'est moi. » continua-t-il d'une voix sourde. « Tu as terminé ?» Un silence. Julie, qui était maintenant à moins de 2 mètres de lui, pouvait entendre le bourdonnement de la voix à l'autre bout du fil. Mais pas les mots. « Parfait », murmura Julien, et ce mot sonnait comme un glas. « Tout est en place. » Nouvelle pause. Julien ferma les yeux, comme s'il rassemblait son courage pour poser la question suivante. « Et pour demain, tu es sûr que… » La voix au téléphone l'interrompit. Julien écouta attentivement, et Julie vit ses mâchoires se crisper. « 15h30, répéta-t-il, comme un écho à la conversation d'avec Marc quelques minutes plus tôt. C'est alors que Julie entendit distinctement les mots qui allaient changer sa vie. « C'est fait. Demain, à 15h30. Ça va ressembler à un problème technique. Ce sera propre. » La voix était rauque, professionnelle, froide. Julie sentit un frisson glacé parcourir sa colonne vertébrale. 15h30. L'heure exacte du décollage de Marc et sa femme. « Parfait, » chuchota Julien. « Personne ne soupçonnera rien. Fais-moi confiance, patron, j'ai l'habitude. Ça ressemblera à un accident technique, défaillance du moteur, explosion en altitude. Ils retrouveront des débris dans la mer, et tout le monde pensera à une panne malheureuse. » Julie avait l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Elle comprenait maintenant pourquoi Julien avait l'air si abattu. Pourquoi il regardait Marc avec cette expression de condamné à mort? Il était en train d'organiser l'assassinat de son meilleur ami. « Et après ?» demanda Julien d'une voix à peine audible. « Après, tu récupères ton argent et moi le mien. Fin de l'histoire. » Julien raccrocha sans dire au revoir. Il resta immobile quelques secondes, regardant fixement son téléphone comme s'il ne le reconnaissait pas. Puis il le glissa dans sa poche et regarda autour de lui, comme pour s'assurer que personne n'avait entendu. Ses yeux croisèrent ceux de Julie, pendant un instant qui sembla durer une éternité. Ils se regardèrent en silence. Julie sentait son cœur battre si fort qu'elle était certaine qu'il allait l'entendre. Elle voyait dans les yeux de Julien une panique grandissante, la peur d'avoir été découvert. « Vous avez entendu » murmura-t-il. Julie ne répondit pas. Elle était paralysée par la peur et l'incrédulité. Cet homme distingué, ce businessman respecté, était en train de planifier un meurtre, et pas n'importe lequel, celui de Marc Valois, l'homme qui lui faisait confiance aveuglément. « Écoutez » dit Julien, en se levant brusquement et en s'approchant d'elle. « Ce que vous avez entendu, ce n'est pas ce que vous croyez. » Mais ses mains tremblaient si fort qu'il avait du mal à tenir debout. Des gouttes de sueur perlaient sur son front, et Julie pouvait voir qu'il était au bord de la panique. « Je… » commença-t-elle. Mais les mots refusaient de sortir. C'est à ce moment-là que Marc revint dans le café, rayonnant. « Désolé pour l'interruption, » dit-il en se rasseyant.
Le notaire voulait juste confirmer les derniers détails pour demain matin. Tout est bouclé. Il regarda tour à tour Julien et Julie, remarquant enfin l'atmosphère tendue. Qu'est-ce qui se passe? On dirait que vous avez vu un fantôme, tous les deux. Julien se força à sourire, mais le résultat était grotesque. Non, non, tout va bien. Julie me racontait juste des problèmes personnels. Marc tourna ses yeux vers Julie, qui était encore sous le choc. Elle ouvrit la bouche, puis la referma. Les mots se bousculèrent dans sa tête. Votre ami veut vous tuer. Ne prenez pas cet avion. Vous êtes en danger. Mais face à ces deux hommes puissants, dans leur costume à 1000 €, elle se sentait misérable et insignifiante, et qui croirait une simple serveuse accusant un homme d'affaires respecté de meurtre. Mademoiselle, insista Marc, visiblement inquiet de son silence. Julie croisa le regard de Julien, qui la fixait avec une intensité terrifiante. Elle y lut une supplication muette, mais aussi une menace à peine voilée. Rien de grave, monsieur Valois, balbutia-t-elle finalement. Juste des soucis familiaux. Marc hocha la tête compréhensif. J'espère que ça va s'arranger. Il termina son café rapidement et se leva. Bon, il faut que j'y aille. Rendez-vous avec le notaire dans 20 minutes. Il donna une accolade chaleureuse à Julien, qui la reçut comme un homme qui monte à l'échafaud. À bientôt, mon vieux. Profite bien de tes vacances forcées. Au revoir, Marc, murmura Julien, et ses mots sonnaient comme un adieu définitif. Quand Marc fut parti, Julien se tourna vers Julie. Son visage était maintenant d'une pâleur cadavérique. « Vous ne direz rien, » dit-il d'une voix tremblante. « Vous ne pouvez pas comprendre. » Puis il partit à son tour, laissant Julie seule avec le poids terrible de ce qu'elle venait d'apprendre. Dans moins de 24 heures, Marc Valois et sa femme allaient à mourir, et elle était la seule à pouvoir l'empêcher. La nuit avait été un cauchemar éveillé pour Julie. Elle avait tourné et retourné dans son lit jusqu'à l'aube, incapable de chasser de son esprit les mots terrifiants qu'elle avait entendus. Demain, à 15h30, ça va ressembler à un problème technique. Ce sera propre. À 6h du matin, elle avait renoncé à dormir et s'était levée pour préparer le petit déjeuner de sa mère. Madame René, affaiblie par sa dernière séance de dialyse, avait remarqué les cernes profonds sous les yeux de sa fille. « Tu as encore passé la nuit à t'inquiéter pour moi ?» avait-elle demandé d'une voix douce. Julie avait hoché la tête. Incapable de révéler la véritable raison de son insomnie, comment expliquer à sa mère mourante qu'elle détenait peut-être la clé pour empêcher un double meurtre? Comment lui dire qu'elle hésitait entre sauver 2 vies et protéger la leur, car c'était bien de cela qu'il s'agissait? Si elle parlait, Julien saurait immédiatement que c'était elle qui l'avait trahi, et un homme capable d'organiser l'assassinat de son meilleur ami ne reculerait sûrement pas devant l'élimination d'un témoin gênant. « Maman », avait-elle murmuré, en aidant Madame René à s'installer dans son fauteuil. « Si tu avais le pouvoir de sauver des vies, mais que cela mettait la nôtre en danger, que ferais-tu » Sa mère l'avait regardée avec cette sagesse que donne une vie de sacrifice. « Ma chérie, il y a des choses plus importantes que notre propre sécurité. Si Dieu nous donne la possibilité de faire le bien, nous devons la saisir, même si cela nous coûte cher. » Ces paroles résonnaient encore dans l'esprit de Julie quand elle arriva au café à 8h. Pierre remarqua immédiatement son état. « Mon Dieu, Julie, tu as l'air d'avoir vu le diable en personne. » Elle esquissa un sourire fatigué. « Mauvaise nuit. » C'est tout. Mais tandis qu'elle préparait machinalement les premiers cafés de la journée, ses mains tremblaient. Chaque fois qu'elle regardait l'horloge, elle sentait son estomac se nouer. Il était 8h15. Dans 7h15, Marc et Claire montraient dans leur jet privé. Inconscients qu'ils filèrent vers la mort, la matinée s'écoula dans une sorte de brouillard anxieux. Julie servait les clients avec son sourire habituel, mais son esprit était ailleurs, obsédée par ce dilemme impossible. Devait-elle prendre le risque de parler? Et si elle se trompait? Et si elle avait mal compris la conversation téléphonique? Mais non, elle se souvenait parfaitement des mots de l'homme au téléphone. Il n'y avait aucun doute possible sur leurs intentions meurtrières. À 11h, elle n'y tenait plus. Elle demanda à Pierre si elle pouvait prendre sa pause et sortit dans la rue pour respirer l'air frais. Le soleil brillait sur Paris et la vie suivait son cours normal. Les passants se pressaient sur les trottoirs, insouciants du drame qui se préparait. C'est alors qu'elle le vit. Marc Valois remontait la rue d'un pas léger, un sourire radieux aux lèvres. Il portait un costume gris clair et une cravate bleu marine.
et avait l'air d'un homme qui s'apprête à vivre les plus beaux moments de sa vie. Il poussa la porte du café et la salua chaleureusement. « Bonjour Julie. Belle journée pour partir en voyage, n'est-ce pas ?» Elle sentit sa gorge se serrer. « Bonjour Monsieur Valois. Votre café habituel. Avec plaisir. Je prends juste le temps de boire un café, et puis direction l'aéroport. Claire m'attend dans la voiture. Elle vérifie nos passeports pour la 10e fois. » Il rit de bon cœur, et ce rire innocent transperça le cœur de Julie comme une lame. Comment cet homme pouvait-il être si heureux, si confiant, alors qu'on s'apprêtait à l'assassiner ? « Monsieur Valois, » commença-t-elle d'une voix tremblante. Mais les mots refusèrent de sortir. Elle le regardait, cet homme qui avait toujours été courtois avec elle, qui laissait des pourboires généreux, qui parlait d'amour et de bonheur avec une sincérité touchante. Comment lui annoncer qu'il allait mourir ? « Oui » demanda-t-il, intrigué par son hésitation. « J'espère que vous passerez un merveilleux voyage » balbutia-t-elle finalement. Il sourit. « Merci, c'est très gentil. Vous savez, Claire et moi, nous nous sommes rencontrés en Corse il y a 3 ans. Cette île a une signification particulière pour nous. » Julie sentit les larmes lui monter aux yeux. Cette île allait devenir leur tombeau, si elle ne trouvait pas le courage de parler. « Monsieur Valois, » dit-elle soudain, « vous faites confiance à tout le monde autour de vous. » Il la regarda avec surprise. « Que voulez-vous dire ? Parfois, les gens les plus proches de nous peuvent nous trahir, » murmura-t-elle. Marc fronça les sourcils. « Julie, vous allez bien. Vous avez l'air bouleversée. » C'est à ce moment-là que Julien fit son apparition. Il était encore plus pâle que la veille, et ses yeux étaient injectés de sang. Il avait visiblement passé une nuit encore plus terrible que Julie. « Bonjour Marc, » dit-il d'une voix rauque. « Prêt pour le grand départ ? Julien, tu as une tête épouvantable. Tu es sûr que ça va ? Juste un peu de fatigue, » répondit Julien, en évitant soigneusement le regard de Julie. Elle observait les 2 hommes, et le contraste était saisissant. Marc, rayonnant de bonheur et d'insouciance. Et Julien, rongé par la culpabilité et la maladie, comment Marc ne voyait-il pas l'état de son ami ? Comment ne sentait-il pas le danger qui planait autour de lui ? « Au fait, » dit Marc en consultant sa montre, « j'ai une surprise pour toi. J'ai demandé à Maître Blanchard de préparer une procuration pour que tu puisses prendre toutes les décisions importantes en mon absence. Je te fais entièrement confiance. » Julie vit Julien tressaillir. Cette marque de confiance ultime était comme un coup de poignard dans le cœur du traître. « Marc, tu n'aurais pas dû. Écoute mon vieux, nous nous connaissons depuis 40 ans. Si je ne peux pas te faire confiance, à qui d'autre pourrais-je confier ma fortune ?» Le silence qui suivit fut lourd de sous-entendus. Julie sentait qu'elle ne pourrait plus se taire longtemps. La tension dans l'air était palpable, et elle voyait Julien au bord de la crise de nerfs. « Marc, » dit soudain Julien, « il faut que je te dise quelque chose. » Julie retint son souffle. Allait-il avouer ? Allait-il trouver le courage de dire la vérité à son ami ? « Je t'ai toujours admiré, » continua Julien d'une voix brisée. « Tu es l'homme le plus honnête que je connaisse. » Marc sourit, ému. « Merci, mon vieux. Tu sais que c'est réciproque. » Julien ferma les yeux, comme s'il rassemblait son courage pour ajouter quelque chose. Julie crut qu'il allait enfin tout avouer. Mais au lieu de cela, il se leva brusquement. « Je dois y aller, » marmonna-t-il. « Bon voyage, Marc, et sois prudent. » Il s'éloigna rapidement, laissant Marc perplexe. « Vraiment bizarre, » murmura Marc. « Il n'a pas l'air dans son assiette ces derniers temps. » C'était maintenant ou jamais. Julie sentit une force inexplicable monter en elle, comme si l'esprit de sa mère lui insufflait le courage nécessaire. « Monsieur Valois ?» dit-elle d'une voix tremblante mais déterminée. « Il faut que je vous dise quelque chose de très important. » Il la regarda avec attention, frappé par le sérieux de son ton. « Je vous écoute. » Julie prit une profonde inspiration. Elle savait qu'elle était en train de changer sa vie à jamais, mais elle ne pouvait plus reculer. « Hier, j'ai entendu une conversation téléphonique. Monsieur Renaud, elle déglutit péniblement. Il a organisé quelque chose contre vous. Quelque chose qui doit arriver aujourd'hui, à 15h30. Marc la regarda avec incrédulité. « Pardon, votre avion, monsieur Valois, il ne faut pas que vous montiez dans cet avion avec votre femme. Il va y avoir un accident, mais ce ne sera pas un accident. » Le visage de Marc se durcit. «
Qu'est-ce que vous êtes en train de me dire exactement ?» Julie sentit les larmes couler sur ses joues. « Je dis que Monsieur Renaud veut votre mort. Il a payé quelqu'un pour saboter votre avion. J'ai entendu la conversation hier. L'homme a dit que ça ressemblerait à un problème technique, mais que ce serait en fait une bombe, » termina Marc d'une voix blanche. Julie hocha la tête, incapable de parler tant elle pleurait. Marc resta silencieux pendant de longues secondes, assimilant l'information. Puis il regarda Julie avec une intensité nouvelle. « Vous êtes absolument certaine de ce que vous avez entendu ? » ?»« Oui, monsieur, j'aurais préféré me tromper, mais j'en suis sûre. » Marc se leva lentement, comme un homme qui vient de recevoir un coup de massue. « Pourquoi me dites-vous cela ? Vous savez ce que vous risquez en m'accusant, Julien ?» Julie essuya ses larmes avec sa manche. « Ma mère m'a appris qu'il y a des choses plus importantes que notre propre sécurité. Si je peux sauver des vies, je dois le faire. » Marc la regarda avec une expression nouvelle. Mélange d'admiration et de reconnaissance. « Vous venez peut-être de nous sauver la vie, à Claire et à moi. » Il sortit son téléphone et composa un numéro. « Capitaine Morel, Marc Valois, je veux que vous fassiez immédiatement inspecter mon jet par votre meilleure équipe de sécurité. Oui, maintenant. »« Non, ne posez pas de questions. Faites-le. » Il raccrocha et regarda Julie avec gravité. « Si vous avez raison, vous venez de faire preuve d'un courage extraordinaire. Si vous vous trompez... » Il laissa sa phrase en suspens. Julie essuya ses dernières larmes. « Je ne me trompe pas, monsieur Valois. J'aurais préféré, mais je ne me trompe pas. » L'attente fut interminable. Marc avait quitté le café en urgence après avoir passé plusieurs coups de téléphone, laissant Julie seule avec le poids écrasant de sa révélation. Elle avait tenté de reprendre son service normalement, mais ses mains tremblaient tellement qu'elle avait failli renverser 3 cafés consécutifs. « Julie, va donc prendre l'air, » lui avait dit Pierre, inquiet. « Tu es blanche comme un linge. » Mais comment lui expliquer qu'elle venait peut-être de sauver 2 vies, ou au contraire de détruire la sienne si elle s'était trompée, si elle avait mal interprété la conversation de Julien? Sa carrière au café était terminée. Et si elle avait raison, Julien découvrirait forcément que c'était elle qui l'avait dénoncé. Les heures s'écoulèrent avec une lenteur atroce. À 13 heures, Julie n'y tenait plus. Elle demanda à Pierre si elle pouvait partir 1 heure plus tôt, prétextant un rendez-vous médical urgent pour sa mère. Ce n'était pas complètement faux. Elle avait effectivement prévu de passer voir Madame René à l'hôpital après le travail. Mais en réalité, elle ne pouvait pas rester au café, à attendre sans savoir ce qui se passait. Elle avait besoin d'air, de marcher, de réfléchir à ce qu'elle venait de faire. Elle remontait la rue des Batignolles quand son téléphone sonna. Un numéro inconnu. « Allô ? Mademoiselle Dumas, ici Marc Valois. » Le cœur de Julie s'arrêta. « Oui, monsieur. »« J'aimerais vous voir, c'est très important. Pouvez-vous vous rendre à l'aéroport du Bourget ? J'envoie une voiture vous chercher. »« Mais, je ne comprends pas, qu'est-ce qui se passe ?» Il y eut un silence. Puis Marc reprit d'une voix grave. « Vous aviez raison, Julie. Vous aviez absolument raison. Le trajet jusqu'à l'aéroport du Bourget fut un cauchemar. » Julie était assise à l'arrière d'une Mercedes noire, conduite par un chauffeur silencieux qui semblait tout droit sorti d'un film d'espionnage. Elle regardait défiler les banlieues parisiennes par la fenêtre. L'esprit en ébullition, Marc avait confirmé ses soupçons. Il y avait bien eu quelque chose dans l'avion. Mais qu'avait-il trouvé exactement? Et que voulait-il d'elle maintenant? L'aéroport privé du Bourget était un monde à part. Julie, habituée au transport en commun et au quartier populaire, se sentait complètement déplacée dans cet univers de luxe et de pouvoir. Des jets privés étaient alignés sur le tarmac, brillant au soleil comme des jouets coûteux. Le chauffeur l'escorta jusqu'à un hangar où une agitation inhabituelle régnait. Des hommes, en combinaison blanche, s'affairaient autour d'un magnifique jet blanc et bleu. Celui de Marc, sans doute. Il y avait aussi plusieurs hommes en costume sombre qui avaient tout l'air d'agents de sécurité. Marc l'attendait près de l'entrée du hangar. Il avait troqué son costume gris clair contre un jean et un pull, et son visage était marqué par la fatigue et le choc. « Julie », dit-il en s'approchant d'elle. « Merci d'être venue. » Elle hocha la tête, incapable de parler. L'ampleur de la situation la dépassait complètement. « Avant tout, je veux que vous sachiez que vous avez sauvé ma vie et celle de ma femme, ce que vous avez fait ce matin. Peu de gens en auraient eu le courage. Qu'est-ce que vous avez trouvé ? Demanda-t-elle dans un souffle. Marc la guida vers l'avion.
Capitaine Morel, pouvez-vous expliquer à mademoiselle ce que vous avez découvert ? Un homme en uniforme s'approcha. Il avait l'air grave et professionnel. Mademoiselle, nous avons trouvé un engin explosif sophistiqué dans le réservoir de carburant. Il était programmé pour exploser exactement à 15h45, soit 15 minutes après le décollage prévu. Julie sentit ses jambes se dérober sous elle. Marc la rattrapa par le bras. En altitude. L'explosion aurait détruit l'avion instantanément, continua le capitaine. Aucune chance de survie, et effectivement, cela aurait ressemblé à un accident technique. Sans votre intervention, nous n'aurions jamais découvert la vérité. Mon Dieu, murmura Julie. C'est vraiment arrivé. C'était vraiment prévu. Marc la fit asseoir sur une chaise. Voulez-vous un verre d'eau ? Vous êtes très pâle. Elle accepta et but quelques gorgées, essayant de calmer sa respiration. La réalité de ce qu'elle venait de découvrir était terrifiante. « Monsieur Valois, dit-elle enfin, qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Pour Monsieur Renaud, je veux dire. » Le visage de Marc se durcit. « Julien va être arrêté, probablement dans les prochaines heures. L'enquête va déterminer l'étendue de sa culpabilité et celle de ses complices. Ses complices. Quelqu'un a installé cette bombe, Julie. Quelqu'un a fourni les explosifs, et il est probable que quelqu'un d'autre était au courant. Peut-être même impliqué dans la planification. » Julie pensa soudain à sa propre sécurité. « Et moi, qu'est-ce qui va m'arriver quand il saura que c'est moi qui l'ai dénoncé ?» Marc la regarda avec gravité. « C'est justement pour cela que je voulais vous voir. Vous êtes en danger, Julie. Julien va comprendre que vous êtes la seule à avoir pu l'entendre et me prévenir. Nous devons assurer votre protection. Ma protection. » Julie écarquilla les yeux. « Mais je ne suis qu'une serveuse. Je n'ai pas les moyens de me protéger. » « Vous n'êtes pas qu'une serveuse, » dit Marc fermement. « Vous êtes une femme courageuse qui a risqué sa vie pour sauver des innocents. Et maintenant, c'est à mon tour de vous protéger. » Il se tourna vers un des hommes en costume. « Dubois, organisez immédiatement une protection rapprochée pour mademoiselle Dumas et sa mère. Je veux qu'elle soit en sécurité 24 heures sur 24. » « Attendez, » protesta Julie. « Ma mère. Pourquoi ma mère ? Parce que si Julien veut vous faire du mal, il s'attaquera à ce qui vous est le plus cher, » expliqua Marc. « Votre mère est en dialyse, n'est-ce pas ? Elle est vulnérable. » Julie sentit la panique monter. Elle n'avait pas pensé à cela. En voulant sauver Marc, elle avait peut-être mis sa mère en danger. « Je dois aller la voir, » dit-elle en se levant brusquement. « Il faut que je m'assure qu'elle va bien. Mes hommes s'en occupent déjà, » la rassura Marc. « Elle est en sécurité à l'hôpital. Mais Julie, » il marqua une pause. « Il faut que vous compreniez que votre vie vient de changer. Après ce qui s'est passé aujourd'hui, vous ne pouvez pas simplement retourner à votre vie d'avant. » Cette réalité frappa Julie de plein fouet. Elle avait agi impulsivement, guidée par sa conscience, sans réfléchir aux conséquences. Maintenant, elle réalisait l'ampleur de ce qu'elle avait déclenché. « J'ai peur, » avoua-t-elle. « Je ne sais pas comment gérer tout cela. » Marc s'assit à côté d'elle. « Vous savez, Julie, j'ai passé ma vie à côtoyer des gens puissants, des PDG, des politiciens, des personnalités influentes. Mais je n'ai jamais rencontré personne d'aussi courageux que vous. Vous avez fait ce qu'il fallait faire, même en sachant que cela pourrait vous coûter cher. Mais maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? Demanda-t-elle, les larmes aux yeux. Maintenant, nous allons nous assurer que vous et votre mère êtes en sécurité. Ensuite, nous allons faire en sorte que justice soit rendue. Et enfin, il marqua une pause. Enfin, nous allons parler de votre avenir, mon avenir. Vous pensez vraiment que je vais laisser la femme qui m'a sauvé la vie retourner servir des cafés en s'inquiétant de payer les factures de sa mère ? Julie le regarda sans comprendre. Je ne veux pas de charité, monsieur Valois. Ce n'est pas de la charité, Julie, c'est de la gratitude. Et puis, une femme capable de prendre les décisions que vous avez prises aujourd'hui, une femme avec votre sens moral et votre courage, elle a sa place dans le monde des affaires. Mais je n'ai aucune formation, aucune expérience. Vous avez quelque chose de beaucoup plus rare, de l'intégrité. Et cela, ça ne s'apprend pas dans les écoles de commerce. Le téléphone de Marc sonna, il décrocha et écouta attentivement. « Très bien, merci de m'avoir prévenu. » Il raccrocha et regarda Julie gravement. Julien vient d'être arrêté à son bureau. L'enquête va pouvoir commencer. Julie sentit un mélange de soulagement et de tristesse. Soulagement parce que le danger était écarté, tristesse parce qu'elle réalisait qu'elle avait contribué à la chute d'un homme qui, malgré ses actes terribles, était probablement désespéré.
Est-ce que je vais devoir témoigner? Probablement. Oui, mais ne vous inquiétez pas. Vous ne serez pas seul. Mes avocats vous accompagneront. Julie hocha la tête, essayant d'absorber toutes ces informations. En l'espace de quelques heures, sa vie avait basculé. Elle était passée de serveuse anonyme à témoin clé dans une affaire d'homicide planifié. « Monsieur Valois, dit-elle enfin, pourquoi Monsieur Renaud a-t-il fait cela? Vous étiez amis depuis si longtemps. » Marc soupira profondément. « Je ne sais pas, Julie. C'est peut-être la question la plus douloureuse dans toute cette histoire. Qu'est-ce qui peut pousser un homme à tuer son meilleur ami? L'argent, le pouvoir, la jalousie? Je l'ignore. » Il se leva et regarda l'avion qu'il aurait dû prendre quelques heures plus tôt. « Ce que je sais, c'est que grâce à vous, Claire et moi, sommes encore en vie. Et cela, Julie, je ne l'oublierai jamais. » Julie regarda elle aussi l'avion, imaginant l'explosion qui aurait dû avoir lieu. Une explosion qui aurait tué 2 innocents et laissé un criminel libre de profiter de son crime. Mais maintenant, justice serait rendue. Et sa vie, qu'elle le veuille ou non, ne serait plus jamais la même. Le soleil se levait à peine sur la banlieue parisienne quand Julie fut réveillée par un bruit sourd et inhabituel. Elle ouvrit les yeux dans son petit appartement de Clichy, encore groggy après une nuit agitée. Les événements de la veille lui revinrent en mémoire comme une gifle. L'arrestation de Julien, l'explosion évitée de justesse, les promesses de protection de Marc. Mais ce bruit, ce n'était pas le ronronnement habituel de la circulation matinale. C'était quelque chose de plus puissant, de plus proche. Un vrombissement mécanique qui semblait venir du ciel. Elle se leva et écarta les rideaux de sa fenêtre. Ce qu'elle vit la figea sur place. Un hélicoptère noir, imposant et rutilant, était en train d'atterrir dans la petite rue de terre battue qui menait à son immeuble. Le souffle des rotors soulevait des nuages de poussière, faisant voler les feuilles mortes et trembler les volets des maisons voisines. « Qu'est-ce que... » murmura Julie, incrédule. Les voisins sortirent de chez eux un à un, attirés par le vacarme. Madame Petit, la concierge, était sur le pas de sa porte en robe de chambre. Les yeux écarquillés, les enfants du quartier accouraient pour voir de plus près cette machine extraordinaire qui avait transformé leur rue tranquille en zone d'atterrissage. L'hélicoptère se posa délicatement sur la chaussée, ses patins touchant le sol avec une précision millimétrique. Le pilote coupa le moteur, et le silence qui suivit parut assourdissant après ce fracas. Julie observait la scène depuis sa fenêtre, le cœur battant. Elle savait instinctivement que cette visite lui était destinée, mais elle n'osait pas y croire. Des choses pareilles n'arrivaient pas aux gens comme elle, aux filles des quartiers populaires qui gagnaient leur vie en servant des cafés. La portière de l'hélicoptère s'ouvrit, et 3 hommes en descendirent. Le premier, qu'elle reconnut immédiatement, était Marc Valois. Il portait un costume sombre et des lunettes de soleil, et avait l'air d'un dirigeant d'entreprise en mission officielle. Les 2 autres étaient visiblement des gardes du corps, des hommes imposants en costume noir, avec des écouteurs dans les oreilles, et cette allure professionnelle des services de sécurité. Les murmures des voisins s'intensifièrent. Julie entendait les conversations à travers sa fenêtre entr'ouverte. Qui c'est, ce type? Il a l'air riche. Qu'est-ce qu'il peut bien vouloir aux Dumas? Tu crois qu'elles ont des problèmes avec la justice? Julie s'habilla rapidement. Les mains tremblantes, elle enfila un jean et un pull, se passa un coup de peigne dans les cheveux et alla réveiller sa mère. « Maman, réveille-toi. Il se passe quelque chose. » Madame René émergea difficilement du sommeil. Les traitements de dialyse l'épuisaient énormément, et elle avait besoin de beaucoup de repos. « Qu'est-ce qui se passe, ma chérie ?» murmura-t-elle d'une voix faible. « Il y a un homme qui vient nous voir, un homme important. Je crois que c'est à cause de ce qui s'est passé hier. » Sa mère la regarda avec inquiétude. « Quel homme? Julie, qu'est-ce que tu as fait ?» Avant qu'elle puisse répondre, on frappa à la porte. 3 coups fermes et respectueux. Julie prit une profonde inspiration et alla ouvrir. Marc Valois se tenait sur le palier, et malgré ses lunettes de soleil, elle pouvait voir qu'il souriait. « Bonjour Julie, » dit-il d'une voix douce. « Puis-je entrer ?» Elle hocha la tête et s'effaça pour le laisser passer. Les 2 gardes du corps restèrent dans le couloir, montant la garde discrètement. Marc retira ses lunettes et regarda autour de lui. L'appartement était modeste mais impeccablement tenu, 2 pièces minuscules, un mobilier ancien mais bien entretenu, des photos de famille sur les étagères. L'odeur des médicaments flottait dans l'air.
mélangée à celle du café matinal. « Maman, dit Julie d'une voix émue, je te présente Monsieur Marc Valois. Monsieur Valois, voici ma mère, Renée Dumas. » Marc s'approcha du fauteuil où était installée Madame Renée. La vieille dame le regardait avec méfiance et curiosité, ne comprenant pas ce qu'un homme visiblement fortuné pouvait vouloir à sa fille. Alors, sous le regard stupéfait de Julie, Marc fit quelque chose d'extraordinaire. Il se mit à genoux devant le fauteuil de sa mère, prenant ses mains frêles dans les siennes. « Madame Renée, dit-il d'une voix grave et sincère, votre fille a sauvé ma vie et celle de ma femme. Maintenant, c'est à mon tour de sauver la vôtre. » Madame Renée écarquilla les yeux. « Je ne comprends pas. Hier, Julie a découvert qu'on voulait nous assassiner. Ma femme et moi, elle a pris le risque de nous prévenir, même en sachant que cela pourrait lui coûter cher. Grâce à son courage, nous sommes encore en vie. » Il se tourna vers Julie, qui était restée pétrifiée près de la porte. « Je vous avais dit que votre vie allait changer, Julie. Eh bien, elle change maintenant. » Il sortit de sa poche intérieure une enveloppe blanche. « J'ai pris contact avec le professeur Dubois, le meilleur spécialiste de néphrologie de France. Il m'a assuré que le cas de votre mère, bien qu'avancé, n'était pas désespéré. Il peut programmer une intervention dans les 48 heures. » Julie sentit ses jambes se dérober. « Vous voulez dire… » « Le transplant, Julie. Votre mère va avoir son transplant, dans la meilleure clinique privée de Paris, avec la meilleure équipe médicale que l'argent puisse offrir. » Madame Renée porta une main tremblante à sa bouche. « Mais nous n'avons pas les moyens. »« Vous n'avez pas besoin d'avoir les moyens, » répondit Marc en se relevant. « Considérez cela comme un cadeau de quelqu'un qui vous doit la vie. » Julie s'effondra sur une chaise, submergée par l'émotion. Depuis 2 ans, elle se battait pour réunir l'argent nécessaire au transplant de sa mère. Elle avait cumulé les heures supplémentaires, cherché des prêts, supplié les assistantes sociales, et maintenant, en une matinée, tout était résolu. « Mais ce n'est pas tout, » continua Marc. « Julie, vous allez avoir besoin d'une nouvelle vie, une vie loin de Paris, le temps que cette affaire se tasse. J'ai une proposition à vous faire. » Il s'assit sur le petit canapé et regarda Julie avec bienveillance. « J'ai contacté l'École supérieure de commerce de Lyon. Ils ont accepté de vous accorder une bourse d'études complète pour un master en administration des entreprises, avec spécialisation en éthique des affaires. » Julie le regardait sans comprendre. « Mais je n'ai pas le niveau, je n'ai que le baccalauréat. Vous avez quelque chose de beaucoup plus précieux qu'un diplôme, Julie. Vous avez un sens moral inébranlable, et dans le monde des affaires, croyez-moi, c'est extrêmement rare. Mais les études, ça coûte cher. Tout est pris en charge. Logement, nourriture, frais de scolarité, argent de poche. Vous n'aurez qu'à vous concentrer sur vos études. » Madame Renée regardait sa fille avec des yeux brillants de larmes. « Ma chérie, tu te rends compte, ton rêve d'étudier, de devenir quelqu'un. Et après mes études ?» demanda Julie, encore sous le choc. « Après vos études, vous aurez un poste qui vous attend dans mon entreprise, responsable de l'éthique et de la conformité, un poste créé spécialement pour vous, avec un salaire à la hauteur de vos responsabilités. » Julie se mit à pleurer, pas des larmes de tristesse, mais des larmes de soulagement et de gratitude pure. Pendant si longtemps, elle avait cru que son destin était tracé. Servir des cafés jusqu'à la fin de ses jours, en regardant sa mère mourir faute de soins. « Pourquoi ?» murmura-t-elle. « Pourquoi faites-vous tout cela ?» Marc se leva et s'approcha d'elle. « Parce que vous avez fait ce qu'il fallait faire au moment où il fallait le faire. Parce que vous avez eu le courage de parler quand d'autres se seraient tus. Et parce que… » Il marqua une pause. « Parce que dans un monde où l'argent et le pouvoir corrompent tant de gens, vous représentez quelque chose de pur et de précieux. » Il regarda autour de lui, observant ce petit appartement où 2 femmes se battaient quotidiennement contre la pauvreté et la maladie. « Vous savez, Julie, j'ai rencontré des milliers de personnes dans ma carrière, des PDG, des politiciens, des financiers, mais je n'avais jamais rencontré un vrai ange, jusqu'à hier. » Il sourit et se dirigea vers la porte. « Les médecins viendront chercher votre mère cet après-midi pour les examens préopératoires. Quant à vous, Julie, vous avez 1 semaine pour vous préparer. Ensuite, direction Lyon. » Julie se leva et le rattrapa. « Monsieur Valois, je ne sais pas comment vous remercier. Vous m'avez déjà remercié, Julie, en sauvant ma vie. » Il s'arrêta sur le seuil et se retourna une dernière fois. « Ah, et Julie, il y a une chose que je dois vous dire. Julien a avoué cette nuit.
Il a expliqué pourquoi il voulait me tuer. Il est très malade. Il voulait laisser de l'argent à sa fille. » Julie sentit une bouffée de compassion pour cet homme qui avait voulu tuer par amour paternel. Qu'est-ce qui va lui arriver? Il sera jugé. Mais je me suis arrangée pour qu'il reçoive les meilleurs soins médicaux en prison. Et j'ai créé un fonds pour sa fille Sophie. Elle pourra étudier, avoir une vie normale. Vous l'aidez aussi. Marc hocha la tête. Même les traîtres ont parfois des motivations compréhensibles. Et les enfants ne doivent jamais payer pour les erreurs de leurs parents. Il sortit et referma doucement la porte derrière lui. Julie et sa mère restèrent silencieuses pendant de longues minutes, digérant ce qui venait de se passer. Dehors, l'hélicoptère redémarrait, et les voisins commentaient encore cet événement extraordinaire. « Ma chérie, » murmura finalement Madame René, « tu réalises ce qui vient de se passer ?» Julie hocha la tête, incapable de parler. En l'espace de quelques jours, elle était passée de serveuse désespérée à étudiante promise à un brillant avenir. Et sa mère, condamnée par la maladie, allait enfin avoir sa chance de guérison. « Parfois, » dit sa mère en souriant à travers ses larmes, « les anges n'ont pas d'ailes, ils ont juste des uniformes de serveuses et des cœurs assez courageux pour choisir de faire ce qui est juste. » L'arrestation de Julien Renaud avait eu lieu dans le plus grand secret. Mais les nouvelles de ce genre ne restent jamais longtemps confidentielles dans le monde des affaires parisien. Dès le lendemain matin, les rumeurs commencèrent à circuler dans les couloirs de la tour Valois-Capitale, au cœur du quartier de la Défense. Caroline Moreau, assistante de direction depuis 15 ans, fut la première à remarquer l'absence inhabituelle de Julien. Il était 9h du matin, et son bureau restait vide. Pas de réunion prévue, pas de voyage d'affaires dans son agenda. Juste un silence inquiétant qui tranchait avec l'activité habituelle de l'entreprise. « Personne n'a vu Monsieur Renaud ?» demanda-t-elle à ses collègues du service comptabilité. Les employés échangèrent des regards perplexes. Julien était l'homme le plus ponctuel de l'entreprise. Celui qui arrivait toujours le premier et repartait le dernier. Son absence était inconcevable. C'est alors que Marc fit son apparition dans les bureaux, accompagné de 2 hommes en costume sombre que personne n'avait jamais vus. Son visage était grave, marqué par une nuit blanche et des décisions difficiles. « Réunion d'urgence dans la salle de conférence », annonça-t-il à Caroline. « Convoquez tous les cadres supérieurs, immédiatement. » Caroline ne l'avait jamais vu dans cet état, habituellement chaleureux et décontracté. Marc semblait porter le poids du monde sur ses épaules. Elle s'empressa d'exécuter ses ordres, sentant instinctivement qu'une catastrophe était sur le point de s'abattre sur l'entreprise. En moins de 10 minutes, les 12 cadres supérieurs de Valois-Capitale étaient réunis dans la grande salle de conférence au 43e étage. La vue sur Paris était magnifique, mais personne ne regardait par les fenêtres. Tous les yeux étaient rivés sur Marc, qui se tenait debout au bout de la table, les mains crispées sur le dossier d'une chaise. « Mesdames et messieurs, » commença-t-il d'une voix tendue, « je dois vous annoncer quelque chose de très grave. Julien Renaud, notre vice-président et mon associé depuis 15 ans, a été arrêté hier soir par la police. » Un murmure de stupeur parcourut l'assemblée. Sophie Blanchard, directrice financière, porta une main à sa bouche. « Arrêté, mais pourquoi ?» demanda Thomas Mercier, directeur commercial. Marc prit une profonde inspiration. « Pour tentative d'assassinat, il a organisé un attentat contre ma femme et moi. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Puis les questions fusèrent de toutes parts. « Ce n'est pas possible. Il y a forcément une erreur. Julien ne ferait jamais une chose pareille. » Marc leva la main pour réclamer le silence. « Je comprends votre incrédulité. Moi-même, j'ai du mal à y croire. Mais les preuves sont formelles. Une bombe a été découverte dans mon jet privé hier. Programmée pour exploser en plein vol. » Caroline se sentit défaillir. « Mais pourquoi? Qu'est-ce qui a pu le pousser à faire ça? Je l'ignore encore, » avoua Marc. « L'enquête le déterminera. Ce que je sais, c'est que nous devons faire face à cette situation et préserver l'entreprise. » Thomas Mercier, qui avait toujours été proche de Julien, se leva brusquement. « Marc, tu es sûr que tu ne te trompes pas? Julien est ton meilleur ami depuis 40 ans. Il ne peut pas. »« Thomas, » l'interrompit Marc. « Je sais que c'est difficile à accepter pour moi aussi, mais les faits sont là. » Julien a avoué. Cette révélation acheva de convaincre les derniers sceptiques. Un homme d'affaires respecté, père de famille, ami fidèle. Comment était-ce possible? Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Demanda Sophie Blanchard.
Premièrement, nous devons assurer la continuité de l'entreprise. Les parts de Julien seront gelées le temps de la procédure judiciaire. Deuxièmement, nous devons préparer une communication de crise. Cette affaire va forcément fuiter dans la presse. Il se tourna vers les deux hommes en costume qui l'accompagnaient. Messieurs Dubois et Martin sont des spécialistes en gestion de crise. Ils vont nous aider à traverser cette épreuve. Les heures qui suivirent furent un tourbillon d'activités. Il fallait réorganiser toute la structure de l'entreprise, rassurer les clients, préparer les employés à affronter la tempête médiatique qui n'allait pas tarder à éclater. Pendant ce temps, dans les locaux de la police judiciaire, Julien vivait ses dernières heures de liberté. Il avait passé la nuit dans une cellule. Rongé par la culpabilité et la honte, quand les inspecteurs étaient venus le chercher pour l'interroger, il avait presque été soulagé. Le mensonge était devenu plus lourd à porter que la vérité. « Monsieur Renaud », commença le commissaire Letellier, « vous persistez dans vos aveux. » Julien hocha la tête. Il avait l'air d'un homme vaincu, détruit par ses propres actes. « Je veux tout dire », murmura-t-il, « tout depuis le début. » Et il raconta son cancer, son désespoir, sa peur de laisser Sophie sans ressources. Il expliqua comment il avait falsifié les documents d'assurance, comment il avait contacté Loïc Barrault, comment il avait planifié l'assassinat de son meilleur ami. « J'ai voulu protéger ma fille, » dit-il en pleurant. « Je sais que c'est inexcusable, mais je voulais juste qu'elle ait un avenir. » Le commissaire Letellier avait vu beaucoup de criminels dans sa carrière, mais il était rare d'en rencontrer un qui semblait si sincèrement rongé par le remords. « Parlez-nous de vos complices, » demanda-t-il. Julien donna tous les noms. Loïc Barrault, le poseur de bombes, et Thomas Mercier de la compagnie d'assurance. Il expliqua le rôle de chacun, les sommes promises, les méthodes utilisées. « Combien de temps vous reste-t-il » demanda soudain l'inspecteur Moreau. « 3, peut-être 4 mois, répondit Julien. Le cancer s'est généralisé. Cette révélation jeta un froid dans la salle d'interrogatoire. Même les policiers les plus endurcis étaient émus par la tragédie de cet homme qui avait voulu tuer par amour paternel. L'arrestation de Loïc Barrault eut lieu quelques heures plus tard. Contrairement à Julien, le professionnel du crime ne manifesta aucun remords. Il fut pris en flagrant délit dans son atelier clandestin de Bobigny, où il fabriquait des explosifs pour divers clients. « Vous avez des preuves ?» demanda-t-il cyniquement au policier. « Votre client a tout avoué », répondit le commissaire Letellier, « y compris les détails de votre conversation téléphonique d'hier. » Loïc comprit immédiatement qu'il était piégé. Il tenta de négocier, proposant des informations sur d'autres affaires en échange d'une réduction de peine. « J'ai juste fait mon travail », dit-il. C'est lui qui voulait tuer son pote. « Pas moi. Votre travail, c'est de tuer des innocents, » rétorqua l'inspecteur Moreau. « Mon travail, c'est de faire ce qu'on me demande contre de l'argent, les états d'âme. C'est pas mon rayon. » Cette froideur glaciale fit comprendre aux enquêteurs qu'ils avaient affaire à un psychopathe dangereux. Loïc avait déjà plusieurs homicides sur la conscience, et l'affaire Valois n'était qu'un crime de plus dans sa longue carrière. Le troisième complice, Thomas Mercier, fut arrêté à son domicile de Neuilly, contrairement aux deux autres. Il s'effondra complètement lors de son arrestation. « Je ne voulais pas, » répétait-il en sanglotant. « J'avais des dettes. Ma femme allait me quitter. Les huissiers étaient à ma porte. Thomas était le maillon faible de la conspiration. Petit employé d'assurance criblé de dettes. Il avait été une proie facile pour Julien. Les 500 000 € promis représentaient une fortune pour lui. Vous vous rendez compte que vous avez failli permettre l'assassinat de 2 innocents, lui demanda le commissaire Letellier. Je pensais que Julien ne le ferait jamais vraiment, balbutia Thomas. Je croyais que c'était juste, je ne sais pas, une assurance au cas où, une assurance, s'insurgea l'inspecteur Moreau. 2 personnes allaient de mourir à cause de votre cupidité. Thomas s'effondra complètement. Il comprenait maintenant l'énormité de ce qu'il avait fait, l'horreur qu'il avait contribué à organiser. Dans les bureaux de Valois Capital, la nouvelle des arrestations se répandait comme une traînée de poudre. Marc avait réuni à nouveau ses cadres pour les informer des développements. Julien n'était pas seul, annonça-t-il. Il y avait 2 complices. Tous les 3 ont été arrêtés. Caroline Moreau leva la main. « Monsieur Valois, qu'est-ce qui va arriver à l'entreprise? Les médias vont se déchaîner. »« Nous allons faire face, » répondit Marc avec détermination. « Valois Capital existe depuis 50 ans. Nous ne nous laisserons pas abattre par la trahison d'un homme.
même si cet homme était mon associé. Il regarda par la fenêtre, vers Paris qui s'étendait à perte de vue. Cette épreuve va nous rendre plus forts, continua-t-il. Elle va nous rappeler l'importance de l'intégrité et de la loyauté, et elle va nous apprendre à ne plus jamais faire confiance aveuglément. Sophie Blanchard prit la parole. Marc, je sais que c'est difficile, mais il faut qu'on parle de l'aspect financier. Les parts de Julien représentent 30% de l'entreprise. Ces parts seront rachetées, trancha Marc. L'argent ira dans un fonds pour sa fille. Elle n'a pas à payer pour les erreurs de son père. Cette décision surprit tout le monde. Malgré la trahison, malgré la tentative d'assassinat, Marc trouvait encore la force de faire preuve de compassion. « Et vous, Marc ?» demanda Thomas Mercier. « Comment allez-vous ? Après tout ce que vous avez vécu ?» Marc resta silencieux quelques secondes. « Je ne sais pas encore, » avoua-t-il finalement. « Je pensais connaître Julien mieux que quiconque, je me trompais, et cela me fait douter de tout. » Il se tourna vers ses collaborateurs. « Mais je sais une chose, nous allons continuer. Nous allons honorer la mémoire de ce qu'était Valois Capital avant cette tragédie. Et nous allons faire en sorte qu'une chose pareille ne se reproduise jamais. » Le soir même, les premières informations commençaient à fuiter dans la presse. Les journalistes s'emparèrent de l'affaire, parlant de trahison dans la haute finance et de complot au sommet de l'État. Julien, dans sa cellule, apprenait par la télévision que son crime avait échoué et que sa réputation était définitivement détruite. Il ne lui restait plus qu'à affronter la justice et à espérer que sa fille pourrait un jour lui pardonner. 6 mois plus tard, le palais de justice de Paris accueillait l'un des procès les plus médiatisés de l'année. L'affaire Renault, comme l'avaient baptisé les médias, passionnait l'opinion publique. Comment un homme d'affaires respecté, père de famille et ami fidèle, avait-il pu orchestrer l'assassinat de son meilleur ami ? La salle d'audience était bondée. Journalistes, avocats, curieux, tous voulaient assister à ce procès extraordinaire. Au premier rang, Claire Valois, élégante dans son tailleur noir, tenait la main de son mari. Marc avait beaucoup maigri ces derniers mois, marqué par la trahison et le choc de découvrir que son ami de 40 ans avait voulu le tuer. Julie était présente aussi, discrètement installée au fond de la salle. Elle portait un tailleur marine que Marc lui avait offert pour l'occasion. Ses études à Lyon se passèrent brillamment, et elle était revenue à Paris spécialement pour témoigner. À côté d'elle, sa mère, Madame René, rayonnait de santé. L'opération avait été un succès complet, et elle avait retrouvé toute sa vitalité. « L'audience est ouverte », annonça le président du tribunal, Maître Dubois, un homme austère aux cheveux blancs qui avait présidé de nombreux procès criminels. Julien fut amené dans le box des accusés. Le contraste avec l'homme d'affaires prospère d'autrefois était saisissant. Il avait perdu énormément de poids. Ses cheveux étaient redevenus complètement blancs, et il se déplaçait avec une canne. Le cancer continuait ses ravages, mais les traitements en prison lui avaient permis de tenir jusqu'au procès. À quelques mètres de lui, Sophie Renaud, sa fille de 17 ans, pleurait en silence. Elle avait découvert la vérité sur son père par la presse. Et le choc avait été terrible. L'adolescente brillante et insouciante était devenue une jeune femme prématurément vieillie par la honte et la douleur. « Julien Renaud », commença le président, « vous êtes accusé de tentative d'assassinat sur les personnes de Marc Valois et Claire Valois, de complicité avec Loïc Barrault et Thomas Mercier, et de fraude aux assurances. Reconnaissez-vous les faits ?» Julien se leva péniblement. « Je reconnais tous les faits, Monsieur le Président. Je suis coupable de tout ce dont on m'accuse. » Cette déclaration provoqua des murmures dans la salle. Même son avocat, Maître Bertrand, sembla surpris par cette franchise absolue. « Vous comprenez la gravité de ce que vous avez fait », insista le président. « Oui, Monsieur le Président, j'ai voulu tuer mon meilleur ami par cupidité et par lâcheté. J'ai voulu faire mourir 2 innocents pour de l'argent. » Le procureur de la République, Maître Moreau, prit la parole. « Monsieur Renaud, expliquez-nous vos motivations. Qu'est-ce qui peut pousser un homme à tuer son ami de 40 ans ?» Julien regarda vers Sophie, qui détournait les yeux. « J'ai découvert que j'avais un cancer en phase terminale. Les médecins m'ont dit qu'il me restait quelques mois à vivre. » Il marqua une pause. Cherchant ses mots, « Ma fille n'a que 17 ans. Sa mère est morte quand elle avait 5 ans. J'étais tout ce qu'elle avait au monde. L'idée de la laisser seule, sans ressources suffisantes pour son avenir, m'a rendu fou. » « Mais vous aviez des économies ?» objecta le procureur. « Vous étiez vice-président d'une grande entreprise. »
J'avais mis de l'argent de côté. C'est vrai, mais pas assez pour lui garantir l'avenir dont je rêvais pour elle. Je voulais qu'elle puisse étudier dans les meilleures écoles, voyager, ne jamais manquer de rien. Alors vous avez décidé de tuer votre meilleur ami. Julien baissa la tête. Marc avait une assurance vie de 50 millions d'euros. J'ai pensé que si je pouvais faire en sorte qu'il meure dans un accident, et si je modifiais discrètement le bénéficiaire, vous avez falsifié les documents d'assurance. Oui, j'ai imité la signature de Marc et j'ai changé le nom du bénéficiaire. Au lieu de Claire, c'était Sophie qui devait toucher l'argent. Le procureur se tourna vers le jury. Mesdames et messieurs, nous avons affaire à un homme qui a planifié le meurtre de son meilleur ami avec un sang-froid extraordinaire. Il a corrompu un employé d'assurance, engagé un tueur professionnel et organisé un attentat qui aurait coûté la vie à 2 personnes innocentes. Monsieur le procureur, interrompit Julien, je sais que ce que j'ai fait est impardonnable, mais je voudrais que vous compreniez. Je n'ai pas agi par haine ou par jalousie. J'ai agi par amour, un amour dévoué mais aveugle pour ma fille. L'amour ne justifie pas le meurtre, s'exclama le procureur. Non, admit Julien. Rien ne justifie ce que j'ai fait. Rien. L'avocat de Julien, maître Bertrand, prit la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les jurés, je ne vais pas essayer de défendre les actes de mon client. Ils sont indéfendables. Mais je voudrais que vous compreniez l'état d'esprit d'un homme qui se sait condamné et qui veut protéger son enfant. Il se tourna vers Julien. Monsieur Renaud, regrettez-vous vos actes? Plus que tout au monde, répondit Julien d'une voix brisée. Je regrette d'avoir trahi Marc qui m'avait donné sa confiance. Je regrette d'avoir voulu tuer Claire, qui ne m'avait jamais fait de mal. Je regrette d'avoir fait honte à ma fille. Il regarda vers Sophie, qui pleurait toujours. Ma chérie, si tu peux m'entendre, je te demande pardon. J'ai voulu te protéger, mais je n'ai réussi qu'à te détruire. Le président appela le premier témoin, Julie Dumas. Elle s'avança vers la barre, émue, mais déterminée. Elle avait répété son témoignage des dizaines de fois, mais elle savait que ce moment était crucial. Mademoiselle Dumas, commença le procureur, c'est vous qui avez découvert le complot de Monsieur Renaud. Racontez-nous comment. Julie raconta la scène du café, la conversation téléphonique qu'elle avait surprise, sa décision de prévenir Marc malgré les risques. Qu'est-ce qui vous a poussé à prendre cette décision? Demanda le président. Ma mère m'a toujours dit qu'il y a des choses plus importantes que notre propre sécurité. Quand j'ai compris que 2 personnes allèrent mourir, je ne pouvais pas me taire. Vous saviez que vous mettiez votre vie en danger? Oui. Mais je ne pouvais pas laisser faire ça. L'avocat de Julien interrogea Julie à son tour. Mademoiselle, avez-vous eu l'impression que mon client agissait par méchanceté? Julie réfléchit quelques secondes. Non, maître. Il avait l'air désespéré, comme un homme qui fait quelque chose d'horrible mais qui souffre énormément. Merci. Mademoiselle, Marc fut appelé à témoigner. Il s'avança vers la barre, le visage grave. La confrontation avec son ancien ami était douloureuse. Monsieur Valois, demanda le procureur, comment avez-vous réagi quand vous avez appris que votre meilleur ami voulait vous tuer? Marc regarda Julien avant de répondre. J'ai d'abord refusé d'y croire, puis, quand les preuves ont été établies, j'ai ressenti une douleur que je ne peux pas décrire. C'était comme si on m'arrachait une partie de moi-même. Éprouvez-vous de la haine envers l'accusé? Non, répondit Marc après une longue hésitation. Je ressens de la tristesse. De la déception, mais pas de haine. Julien était mon frère, même s'il a oublié ce que cela signifiait. Le président demanda. Souhaitez-vous dire quelque chose à l'accusé? Marc se tourna vers Julien. Je ne comprends toujours pas comment tu as pu faire ça. Nous étions comme des frères. J'aurais tout donné pour toi. Pour Sophie, il suffisait de me demander. Julien éclata en sanglots. Marc, je ne sais pas comment j'ai pu en arriver là. J'étais fou de douleur, fou de peur. J'ai perdu la raison. Tu aurais pu me parler de ta maladie. Tu aurais pu me faire confiance. J'avais honte. Je ne voulais pas que tu me voies mourir. Je ne voulais pas que Sophie me voie mourir. Marc s'approcha du box des accusés. Julien, malgré tout ce que tu as fait, je ne t'abandonne pas. J'ai créé un fonds pour Sophie. Elle aura tout ce dont elle a besoin pour ses études et sa vie d'adulte. Marc, non, tu ne peux pas. Après ce que j'ai fait, je ne le fais pas pour toi, dit Marc fermement. Je le fais pour Sophie.
Elle ne doit pas payer pour tes erreurs. Le procès dura 3 jours. Les témoignages se succédèrent. Les experts expliquèrent les détails techniques de l'attentat. Les psychiatres analysèrent l'état mental de Julien. Loïc Barold, jugé en même temps, se montra cynique et sans remords. « J'ai fait mon travail », répétait-il. « C'est lui qui voulait tuer, pas moi. » Thomas Mercier, l'employé d'assurance, s'effondra complètement. « Je regrette tellement », ne cessait-il de répéter. Lors du dernier jour, Julien fut autorisé à prendre la parole une dernière fois. « Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les jurés, je ne vais pas vous demander l'indulgence. Je ne la mérite pas. Je vais mourir bientôt. Et je préfère mourir en prison, plutôt que libre avec ce poids sur la conscience. » Il se tourna vers sa fille. « Sophie, ma chérie, j'espère qu'un jour tu pourras me pardonner. J'ai voulu te protéger, mais je n'ai réussi qu'à te faire du mal. Vis ta vie, sois heureuse, et oublie-moi. » Puis vers Marc. « Mon ami, mon frère, je te demande pardon. Tu as été généreux avec moi jusqu'au bout. J'espère que tu pourras trouver la paix. » Et enfin vers Julie. « Mademoiselle, vous avez fait ce que j'aurais dû faire. Vous avez choisi la justice. Merci d'avoir sauvé mon ami. » Le verdict tomba. 15 ans de prison pour Julien, 20 ans pour Loïc Barrault, 8 ans pour Thomas Mercier. Julien ne connaîtrait jamais la prison. Il mourut dans son lit d'hôpital pénitentiaire 3 semaines après le procès, emportant avec lui le secret de sa douleur et le poids de sa culpabilité. 3 ans plus tard, l'aube se levait sur Lyon, baignant la ville d'une lumière dorée qui se reflétait sur les eaux du Rhône. Julie Dumas, désormais Julie Dumas-Moreau, depuis qu'elle avait repris le nom de jeune fille de sa mère, terminait sa dernière année de master à l'École supérieure de commerce. Dans quelques mois, elle intégrerait officiellement l'équipe de Valois Capital comme responsable de l'éthique et de la conformité. Elle se tenait devant la fenêtre de son appartement étudiant, une tasse de café à la main, regardant cette ville qu'il avait accueillie et transformée 3 ans plus tôt. Elle était une serveuse désespérée qui luttait pour sauver sa mère mourante. Aujourd'hui, elle était une femme d'affaires en devenir, respectée par ses professeurs et ses camarades pour son intégrité et sa perspicacité. Son téléphone sonna. C'était sa mère, comme chaque matin depuis qu'elle avait quitté Paris. « Bonjour, ma chérie », dit la voix chaleureuse de Madame René. « Comment vas-tu ?»« Très bien, maman. J'ai terminé ma thèse hier soir. L'éthique dans la gouvernance d'entreprise, quand la conscience individuelle peut sauver les institutions. Le professeur Dubois pense que je peux décrocher la mention très bien. Je suis si fière de toi. Julie, tu sais, parfois je me pince pour m'assurer que je ne rêve pas. Ma petite fille, diplômée d'une grande école, promise à un brillant avenir. » Julie sourit. Sa mère avait retrouvé toute sa vivacité depuis l'opération. Elle s'était même inscrite à des cours de peinture et avait rejoint une association d'aide aux malades en dialyse. La gratitude qu'elle éprouvait envers Marc l'avait poussée à aider d'autres personnes dans sa situation. « Et toi, maman, comment va ton exposition ? » « Très bien. Tu te rends compte, la Galerie Martine veut présenter mes toiles le mois prochain. À 63 ans, je deviens artiste peintre. » Elles bavardèrent encore quelques minutes. Puis Julie raccrocha et se prépara pour sa journée. Elle avait rendez-vous avec le professeur Dubois pour finaliser les derniers détails de son mémoire. Puis elle devait appeler Marc pour faire le point sur son intégration prochaine dans l'entreprise. L'École supérieure de commerce de Lyon bourdonnait d'activité. Les étudiants se pressaient dans les couloirs, se préparant aux examens finaux. Julie était devenue une figure respectée de sa promotion, non seulement pour ses excellents résultats, mais aussi pour son histoire extraordinaire que tout le monde connaissait. Julie. L'appela Sophie Mercier, sa meilleure amie d'école. « Tu as vu les journaux ce matin ?» Elle lui tendit un exemplaire du Figaro, à la une, un article sur Valois Capital. L'entreprise renaît de ses cendres 3 ans après le scandale Renault. Julie parcourut l'article. Marc avait accordé une interview rare dans laquelle il expliquait comment l'entreprise s'était reconstruite après la trahison de son associé. Il évoquait les nouvelles procédures éthiques mises en place, la création d'un comité de surveillance interne et surtout l'arrivée prochaine de Julie comme garante de l'intégrité de l'entreprise. « Il parle de toi », dit Sophie en désignant un paragraphe. « Écoute ça. Julie Dumas incarne pour moi l'avenir de l'entreprise moderne. Une professionnelle formée aux meilleures pratiques, mais surtout une femme qui a prouvé qu'elle était capable de faire passer l'éthique avant ses intérêts personnels. » Julie rougit. « Il exagère. » « Pas du tout.
Tu es devenue une légende vivante, la serveuse qui a sauvé son patron et qui est devenue cadre supérieur. C'est un conte de fées moderne. Mais Julie savait que son parcours n'avait rien d'un conte de fées. Elle avait travaillé dur, très dur, pour rattraper son retard académique. Les premières années à Lyon avaient été difficiles. Elle devait étudier le double de ses camarades pour comprendre des concepts qui leur semblaient évidents. Dans l'après-midi, elle reçut un appel de Marc. « Julie, comment allez-vous? Prête pour votre retour à Paris? »« Oui, monsieur Valois. J'ai hâte de commencer. »« Parfait. J'ai une surprise pour vous. J'organise une petite réception dans 15 jours pour célébrer votre diplôme et votre intégration officielle dans l'équipe. Votre mère sera là, bien sûr. C'est très gentil, mais ce n'est pas nécessaire. »« Julie, » l'interrompit Marc, « vous avez changé ma vie. Vous avez changé notre entreprise. Laissez-moi vous célébrer comme vous le méritez. » Julie accepta, émue par cette marque d'affection. Marc était devenu bien plus qu'un employeur pour elle. Il était devenu un mentor, presque un père de substitution. « Au fait, » continua Marc, « j'ai des nouvelles de Sophie Renaud. Elle vient d'être acceptée en école d'architecture. Elle commence en septembre. » Julie sourit. Sophie, la fille de Julien, avait eu du mal à se reconstruire après la mort de son père et le scandale qui avait détruit sa famille. Mais avec l'aide du fonds créé par Marc et un suivi psychologique, elle avait réussi à surmonter ses traumatismes. C'est merveilleux. Elle mérite ce bonheur. Oui. Et vous savez quoi? Elle m'a demandé si elle pouvait vous rencontrer quand vous serez de retour à Paris. Julie fut surprise. Moi? Pourquoi? Elle m'a dit qu'elle voulait remercier la femme qui avait sauvé sa vie en empêchant son père de devenir un assassin. Elle pense que si vous n'aviez pas agi, elle ne pourrait jamais vivre avec le poids de ce crime. Cette perspective troublait Julie, rencontrer la fille de l'homme qu'elle avait contribué à faire condamner. C'était complexe émotionnellement. « Réfléchissez-y, » dit Marc. « Vous n'êtes pas obligé. » Quelques jours plus tard, Julie soutenait sa thèse devant un jury composé de professeurs et de professionnels de l'entreprise. Elle était magnifique dans son tailleur bleu marine. Confiante et articulée, son travail sur l'éthique en entreprise était remarquable. Nourrie par son expérience personnelle, mais enrichie par 3 années d'études approfondies, « Mademoiselle Dumas ?» demanda le professeur Dubois. « Comment votre expérience personnelle a-t-elle influencé votre vision de l'éthique en entreprise ?» Julie réfléchit quelques secondes. « Monsieur le professeur, j'ai appris que l'éthique n'est pas un concept abstrait. C'est une série de décisions concrètes que nous prenons chaque jour. Parfois, ces décisions sont difficiles, coûteuses, dangereuses même, mais elles définissent qui nous sommes. Pouvez-vous donner un exemple concret? Quand j'ai entendu cette conversation au café, j'ai eu le choix entre ma sécurité et la vie de 2 innocents. J'ai choisi la justice, même si cela pouvait me coûter cher. En entreprise, nous sommes constamment face à des choix similaires, moins dramatiques peut-être, mais tout aussi importants. Le jury fut impressionné par sa maturité et sa profondeur de réflexion. Elle obtint sa mention très bien avec les félicitations du jury. Le soir même, elle célébra avec ses amis étudiants dans un restaurant lyonnais. L'ambiance était joyeuse, mais Julie ressentait une pointe de mélancolie. Elle allait quitter Lyon, cette ville qu'il avait vue grandir et se transformer. « Tu vas nous manquer », dit Sophie Mercier en levant son verre. « Mais je suis sûre qu'on va entendre parler de toi. Tu vas révolutionner le monde des affaires. » Julie rit. « J'espère juste être à la hauteur des espérances de Marc. »« Tu seras parfaite », assura Thomas Blanchard, un autre camarade de promotion. « Tu as quelque chose que peu de gens ont, une boussole morale inébranlable. » Quelques jours avant son départ, Julie reçut une lettre inattendue. L'expéditeur était Sophie Renaud. Elle l'ouvrit avec curiosité et émotion. « Chère mademoiselle Dumas, je sais que cette lettre peut vous surprendre. Je suis Sophie Renaud, la fille de... Enfin, vous savez qui était mon père. Je voulais vous écrire pour vous dire merci. Pas seulement pour avoir sauvé monsieur Valois et sa femme, mais pour avoir sauvé l'honneur de ma famille. Si mon père avait réussi son plan, j'aurais vécu toute ma vie en sachant que mon bonheur était bâti sur le sang d'innocents. Grâce à vous, mon père a été arrêté avant de commettre l'irréparable. Oui, il est mort en prison, mais il est mort en homme repentant, pas en assassin. Et cela, pour moi, fait toute la différence. J'ai terminé mes études secondaires avec mention. Je commence l'école d'architecture en septembre. J'ai choisi cette voie parce que je veux construire. Pas détruire. Je veux que ma vie soit l'opposé de ce que mon père a failli faire.
Monsieur Valois m'a dit que vous alliez revenir travailler à Paris. J'aimerais beaucoup vous rencontrer, si vous en avez envie, pas pour parler du passé, mais pour parler de l'avenir. J'aimerais apprendre de vous comment on fait pour rester droite quand tout vous pousse à plier. Avec toute ma gratitude, Sophie Renaud PS. J'ai gardé le nom de mon père, pas par nostalgie, mais pour me rappeler chaque jour que nous avons le choix de définir ce que notre nom signifie. Julie essuya ses larmes. Cette lettre la bouleversait. Elle comprenait maintenant que son acte de courage avait eu des répercussions bien au-delà de ce qu'elle avait imaginé. Elle prit son téléphone et appela Marc. « Marc, c'est Julie, pour Sophie Renaud. Oui, j'aimerais la rencontrer. Je pense que nous avons des choses à nous dire. » « Parfait, je vais organiser ça. Et Marc, merci. Merci pour tout ce que vous avez fait pour moi, pour ma mère, pour Sophie. Vous avez changé nos vies. » « Non, Julie, c'est vous qui avez changé la mienne. Vous m'avez rappelé que la richesse et le pouvoir ne valent rien sans l'intégrité. Vous m'avez sauvé bien plus que la vie. » Julie raccrocha et regarda une dernière fois par la fenêtre de son appartement lyonnais. Demain, elle rentrerait à Paris pour commencer une nouvelle vie. Une vie qu'elle avait conquise par son courage et son travail. Elle pensait à sa mère, radieuse de santé, qui l'attendait. Elle pensait à Sophie Renaud, qui voulait construire un avenir malgré les erreurs de son père. Elle pensait à Marc, qui avait trouvé en elle une fille spirituelle. Parfois, murmura-t-elle en reprenant les mots de sa mère, « Les anges n'ont pas d'ailes. Ils ont juste des cœurs assez courageux pour choisir de faire ce qui est juste. » 5 ans plus tard, le soleil de juin baignait la terrasse du restaurant étoilé de la tour Montparnasse d'une lumière dorée. Paris s'étendait à perte de vue, magnifique et éternel. Tandis que Julie Dumas-Moreau terminait son déjeuner d'affaires avec des investisseurs japonais, à 33 ans, elle était devenue une figure respectée du monde des affaires français, reconnue pour son expertise en éthique d'entreprise et sa capacité à transformer les cultures organisationnelles. « Mademoiselle Dumas-Moreau, » dit Monsieur Tanaka, le directeur général de Kyoto Investment, « votre présentation était remarquable. Valois Capital a vraiment créé un modèle unique en matière de gouvernance éthique. » Julie sourit avec cette assurance tranquille qu'elle avait acquise au fil des années. « Merci, Monsieur Tanaka. Nous croyons fermement que l'éthique n'est pas un frein à la performance, mais au contraire un catalyseur de croissance durable. » Après le départ de ses clients, Julie resta quelques minutes sur la terrasse. Savourant ce moment de calme, son téléphone vibra. Un message de Sophie Renaud. Devenue Sophie Renaud architecte, comme elle aimait assigner ses projets. « Julie, j'ai une grande nouvelle. Mon projet de logement socio-écologique a été sélectionné pour la rénovation du quartier des Batignolles. Devine où? Juste à côté du café La Glycine. Le destin fait parfois bien les choses. On se voit ce soir pour célébrer. » Julie sourit en lisant ce message. Sophie était devenue bien plus qu'une connaissance. Elle était devenue une sœur de cœur. Leur première rencontre, 5 ans plus tôt, avait été émouvante et complexe. 2 femmes que le destin avait liées par une tragédie, mais qui avaient choisi de construire ensemble un avenir meilleur. Elle descendit vers les bureaux de Valois Capital. Installée au 50e étage de la tour, l'entreprise avait prospéré sous sa direction éthique, attirant les meilleurs talents et les investisseurs les plus consciencieux. Julie dirigeait maintenant une équipe de 15 personnes, toutes formées aux meilleures pratiques de gouvernance. « Bonjour Julie », dit Caroline Moreau, l'ancienne assistante de Marc, devenue directrice administrative. Marc vous attend dans son bureau. Il a l'air particulièrement content aujourd'hui. Julie frappa à la porte du bureau directorial. Marc, maintenant âgé de 50 ans, avait gardé sa prestance, mais ses cheveux étaient devenus complètement blancs. L'épreuve de la trahison l'avait marqué, mais elle l'avait aussi rendu plus sage et plus humain. « Julie, entrez, entrez, j'ai d'excellentes nouvelles. » Ils brandissaient un magazine économique avec leurs photos en couverture. « Valois Capital, l'entreprise la plus éthique d'Europe selon le classement Forbes. Nous avons réussi, dit-il avec fierté. 5 ans après le scandale Renault, nous sommes devenus une référence mondiale en matière d'éthique d'entreprise. » Julie prit le magazine et regarda la photo. Elle y apparaissait aux côtés de Marc et de toute l'équipe dirigeante. Quelle transformation depuis l'époque où elle servait des cafés en s'inquiétant des factures de sa mère. « Marc, dit-elle, j'ai quelque chose à vous dire. J'ai reçu une proposition. » Le visage de Marc s'assombrit légèrement. « Ah, de qui ?»
L'université de Harvard, ils veulent créer une chaire d'éthique d'entreprise et m'ont proposé de la diriger, 6 mois par an aux États-Unis, 6 mois en France pour continuer à travailler avec vous. Marc resta silencieux quelques secondes, puis éclata de rire. Julie, c'est formidable, vous imaginez. La petite serveuse des Batignolles qui devient professeure à Harvard. J'en ai les larmes aux yeux. Je n'ai pas encore accepté. Je voulais d'abord en parler avec vous. Acceptez immédiatement. C'est une opportunité extraordinaire. Et vous savez quoi? Valois Capital financera cette chaire. Nous serons fiers d'être associés à votre rayonnement international. Julie fut émue par cette générosité. Après toutes ces années, Marc continuait à la surprendre par sa grandeur d'âme. « Il y a autre chose », continua Marc. « J'ai pris une décision importante. Je vais progressivement me retirer de la direction opérationnelle. Je veux que vous preniez ma succession. » « Mais Marc, je ne peux pas... »« Si, vous pouvez, vous êtes la meilleure dirigeante que j'ai jamais vue. Vous avez transformé cette entreprise, vous avez redonné un sens à ce que nous faisons. Valois Capital sera entre de bonnes mains. » Le soir même, Julie retrouva Sophie dans un petit restaurant du Marais. La jeune architecte rayonnait de bonheur. À 22 ans, elle avait surmonté tous les traumatismes de son adolescence et était devenue une professionnelle remarquable. « Julie, vous vous rendez compte. Mon premier grand projet, et c'est dans le quartier où tout a commencé, j'ai même prévu de réhabiliter l'immeuble où vous viviez avec votre mère. C'est merveilleux, Sophie. Votre père serait fier de vous. » Sophie eut un sourire mélancolique. « Je l'espère, vous savez. J'ai longtemps eu honte de lui. Mais maintenant, je comprends qu'il était juste un homme désespéré qui a fait de très mauvais choix. Cela ne justifie rien, mais cela m'aide à lui pardonner. Et comment va votre mère adoptive? Claire va très bien. Elle et Marc m'ont donné une seconde famille. J'ai une chance inouïe d'avoir trouvé des parents de cœur aussi généreux. En effet, Marc et Claire avaient officieusement adopté Sophie après la mort de Julien. Elle vivait avec eux depuis 5 ans, et ils la considéraient comme leur fille. Ce geste de générosité ultime avait achevé de guérir les blessures laissées par la trahison. Et vous, Julie, tes projets personnels? Julie rougit légèrement. J'ai rencontré quelqu'un, un professeur de philosophie morale à la Sorbonne. Il s'appelle Pierre. C'est sérieux. Oh là là, notre Julie est amoureuse. Racontez-moi tout. Julie raconta sa rencontre avec Pierre Dubois, neveu de son ancien professeur de Lyon, un homme intelligent, sensible, qui partageait ses valeurs et comprenait son parcours. Ils se fréquentaient depuis 6 mois et parlaient déjà de mariage. « J'ai hâte de le rencontrer, » dit Sophie. « S'il vous rend heureuse, il me plaît déjà. » Après le dîner, elles se promenèrent dans les rues de Paris. Julie repensait à tout ce chemin parcouru depuis cette matinée fatidique au café La Glycine. Son courage d'un instant avait transformé tant de vies. « Sophie, » dit-elle soudain, « est-ce que vous vous demandez parfois ce qui se serait passé si je n'avais pas parlé ce jour-là » Sophie s'arrêta net. « Tous les jours, Julie, tous les jours, mon père serait devenu un assassin. Marc et Claire seraient morts. Moi, j'aurais vécu avec l'argent du sang sans le savoir. Et vous seriez encore en train de servir des cafés en regardant votre mère mourir. » Elle prit le bras de Julie. « Vous avez sauvé tout le monde, Julie. Même mon père. D'une certaine façon, grâce à vous, il est mort repentant, pas en assassin. » Elles arrivèrent devant l'immeuble où vivait maintenant Julie. Un bel appartement du 7e arrondissement que Marc lui avait aidé à acquérir, bien loin du petit logement de Clichy d'autrefois. « Au fait, » dit Sophie, « j'ai une surprise pour vous. J'ai retrouvé Pierre, l'ancien patron du café La Glycine. Il va rouvrir son établissement après les travaux de rénovation. Il m'a dit qu'il aimerait vous revoir. » Julie fut émue. Pierre avait été un patron bienveillant, un des rares à avoir cru en elle quand elle n'était qu'une serveuse en difficulté. Le lendemain, elle se rendit dans le quartier des Batignolles. Le café La Glycine était en travaux, mais Pierre était là. Dirigeant les ouvriers, il avait vieilli, mais son sourire était intact. « Julie, ma petite Julie, regardez-moi ça, une vraie dame maintenant. » Il l'embrassa chaleureusement. « Vous savez, je suis si fière de vous. Quand je lis votre nom dans les journaux, je dis à ma femme, « Tu vois, celle-là, c'est ma Julie, celle qui servait le café ici. Pierre, c'est vous qui m'avez donné ma chance quand j'en avais besoin. Je ne l'oublierai jamais. Bah,
Vous aviez juste besoin qu'on vous fasse confiance. Le potentiel, vous l'aviez déjà. » Ils visitèrent le café en rénovation. Sophie avait fait du beau travail. Respectant l'esprit du lieu tout en le modernisant, « Vous savez, » dit Pierre, « j'ai gardé votre ancienne table, celle où vous avez entendu cette fameuse conversation. Je vais y mettre une petite plaque. Ici, le courage d'une femme a sauvé des vies. » Julie protesta. « Pierre, non, c'est trop. Laissez-moi faire. » Cette table est historique maintenant. En fin d'après-midi, Julie rendit visite à sa mère dans son nouvel appartement de Neuilly. Madame René, maintenant âgée de 68 ans, était resplendissante. Elle préparait l'exposition de ses peintures prévue le mois suivant. « Ma chérie, regardez cette toile. Je l'ai appelée l'ange du café. C'est vous, le jour où vous avez sauvé Monsieur Valois. » Julie regarda la peinture. Elle se reconnaissait à peine. Une jeune femme en uniforme de serveuse, mais avec une aura de lumière autour d'elle. L'interprétation était poétique, mais touchante. « Maman, vous idéalisez... » ?»« Non. Ma chérie, je peins ce que je vois. Et ce jour-là, j'ai vu ma fille devenir un ange. » Elles dînèrent ensemble, évoquant les souvenirs et les projets. Madame René était heureuse de voir sa fille, épanouie, amoureuse, promise à un avenir brillant. « Tu sais, » dit-elle, « parfois je me demande si ton père, là-haut, est fier de toi. Il t'aimait tant. » Julie prit la main de sa mère. « Je suis sûre qu'il est fier. Et je suis sûre qu'il est reconnaissant envers Marc pour tout ce qu'il a fait pour nous. » En rentrant chez elle, Julie s'arrêta sur le pont Alexandre III. La Seine coulait paisiblement, et les lumières de Paris scintillaient dans l'eau. Elle repensait à toutes ces vies transformées par un moment de courage. Marc avait retrouvé foi en l'humanité et dirigeait maintenant une entreprise modèle. Claire était devenue une mécène reconnue, finançant des projets sociaux. Sophie construisait un avenir meilleur avec ses immeubles écologiques. Sa mère peignait et aidait d'autres malades. Et elle-même était devenue une dirigeante respectée, et bientôt professeure à Harvard. Son téléphone sonna. C'était Pierre, son fiancé. « Bonsoir ma chérie, comment s'est passée ta journée ?»« Merveilleuse. J'ai revu des amis, j'ai fait la paix avec le passé, et j'ai hâte de construire l'avenir avec vous. Moi aussi à demain, mon amour. » Julie rangea son téléphone et leva les yeux vers le ciel étoilé, quelque part là-haut. Elle était certaine que son père et même Julien Renaud la regardaient avec bienveillance. « Parfois, » murmura-t-elle, en reprenant la phrase qui était devenue sa devise, « les anges n'ont pas d'ailes. Ils ont juste des cœurs assez courageux pour choisir de faire ce qui est juste, même quand cela coûte tout. » Et dans le silence de la nuit parisienne, elle sourit, heureuse d'avoir été, l'espace d'un instant, cet ange sans ailes qui avait changé tant de destins,